bonjour à tous. Il y a encore 2 établissements de perdus. Pour l'instant, en attendant les établissements, de toute façon, on va lancer l'après-midi. Donc merci, ils vont vous présenter un petit spectacle d'après les témoignages qu'ils ont fait sur leur vie à Sarcelles. Et ils ont fait ça, ils ont mis ça un peu en place sous une forme théâtrale. Merci, à tout à l'heure. Quoi là? Bah on raconte la banlieue. C'est pas que ça la banlieue. Ah, je suis d'accord, c'est pas que ça la banlieue, mais bon, les gens ils nous voient comme ça. Ben, c'est qu'on voudrait pas les décevoir. Hein. Ah ouais. Si tu veux montrer l'image de Sarcelles, tu prends un arbre et un petit tag à côté. Ils vont voir le tag et ils vont se dire oh non, 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 il y a des tags, c'est une cité de délinquants, hein. De toute façon pour eux il y a que des noirs et des arabes. Les gens ils disent comme ça. Les noirs, les arabes, ils sont toujours dehors, ils font ça là-bas là. Hein. Mais si seulement ils se posaient avec eux. Moi j'aimerais bien écrire le contraire de ce qu'ils pensent. C'est vrai qu'on peut pas réduire Sarcelles à ça quand même. Il y a autre chose bien ici. Il y a plein de gens bien ici. Il y a plein de pays ici. Des gens qui se mélangent ici. Moi, j'ai pensé que c'était intéressant pour vous de voir ce qui se passe à Sarcelles. On a travaillé sur la mémoire de Sarcelles avec la municipalité depuis 4 ans, les mémoires croisées. On a écrit la mémoire de ces jeunes. Est-ce qu'il n'y a pas que la mémoire des anciens qui doit être mise en valeur? Il y a aussi l'histoire des jeunes que vous avez merveilleusement bien mise en valeur et interprétée. Merci. Pour expliquer à ceux qui ne connaissent pas comment l'après-midi va se dérouler, chaque établissement va venir avec ses témoins. Les témoins de Besançon, Madame Novakovska est en Ukraine, donc elle n'est pas là. Et les autres ne sont pas là. Alors. Non, ils ne sont pas là? Besançon? Ils arrivent? Bah voilà, les Besançon. Bonjour à tous, nous représentons le lycée de Besançon qui se situe dans le Doubs, en Franche-Comté, la classe de première sciences et technologies de la gestion. Donc voilà, donc Besançon, ville candidate au patrimoine mondial de l'UNESCO. Bravo! Dans le cadre du projet Sans témoins sans école, on a pu rencontrer nos témoins qui ne sont pas là aujourd'hui. Et ils sont venus nous raconter leur parcours de vie et leur arrivée en France. Donc parmi ces témoins, on a vu M. Alfred Mbongo qui a émigré du Congo-Brazzaville vers la France. Donc il nous a raconté les différents modes de vie, comme quoi il s'est marié très jeune et qu'ici c'est pas du tout la même coutume, donc il nous a raconté son adaptation, tout ça. Donc il n'a pas pu être là aujourd'hui, donc il nous demande de s'excuser de ne pas avoir pu se libérer. Et, alors moi je vais présenter Madame Novakovska. Mais le problème c'est qu'elle n'est pas là, alors je sais rien sur elle. Je sais qu'elle vient de Pologne, parce qu'il y avait la guerre, elle est revenue en France, elle est passée par l'Algérie, l'Allemagne, et puis elle a fait le... Ils sont un peu décontenancés, excusez, parce que les témoins ne sont pas là. Donc encore ce matin, on attendait Madame au conseil sur Mme Perronneau. Il y a eu un témoin. Voilà. Donc c'est pour ça que nos élèves sont un peu perdus, parce qu'ils comptaient sur les témoins justement pour un échange. Hein, et là, ça ne se fait pas. Tous ne pouvaient pas être là aujourd'hui. Alors, nous avons également reçu Madame Perronneau, notre témoin qui venait d'Allemagne.
Elle a connu beaucoup de migrations, d'abord au sein de l'Allemagne, puis dans divers pays. C'est une femme qui a longtemps renié sa langue natale et qui en avait honte. Donc elle nous a raconté son histoire et son adaptation au long de ses voyages. Elle est aujourd'hui enseignante à la faculté de Besançon en Lyon. Donc à l'issue de tout ça, on a rédigé des biographies sur une personne de notre choix qui a immigré. Et donc aujourd'hui, on a une camarade Alina qui va vous lire son autobiographie puisqu'elle est immigrée de Bosnie, donc elle va vous lire son histoire. Je m'appelle Alina Bilalik, je suis née le 17 septembre 1991 en Bosnie-Herzégovine, dans une ville appelée Bijeljina. Jusqu'à l'âge d'1 an et demi, j'ai vécu dans un village limité au Tchak. Je vivais dans une grande maison que mon père et son frère, c'est-à-dire mon oncle, avaient bâtie de leur propre main. Ma mère, mon père et moi vivions avec mes grands-parents paternels ainsi qu'avec mon oncle, ma tante et leurs 2 enfants. C'est une tradition en Bosnie lorsqu'une femme se marie, elle vit chez ses beaux-parents. Mon oncle tenait un magasin de jouets dans une ville proche de chez nous. Mon père travaillait lui dans l'armée. À cette époque, les femmes ne faisaient presque pas d'études car elles se consacraient aux enfants. Ma mère s'est mariée et s'occupait de moi toute seule toute la journée car mon père ne rentrait que le soir. Soudainement, le 6 avril 1992, la Serbie déclara la guerre à la Bosnie. J'avais alors 10 mois. Cette guerre prit fin le 14 septembre 1995. Du jour au lendemain, notre vie avait basculé. Étant bébé à cette époque, je ne me souviens de rien, mais grâce à mes parents, j'ai appris. En tant que militaire, mon père partit au front. Nous vivions dans la terreur. Nous entendions des coups de feu sans arrêt, des cris également. Cette guerre a fait de nombreux morts, notamment dans ma famille, car j'ai perdu 2 oncles. Et durant plusieurs mois, nous avons dû vivre dans la cave de notre maison, en cohabitant avec la poussière et les rats. Un jour, mon père reçut une balle dans l'épaule et partit se faire soigner en Algérie. Il y resta 6 mois. À partir de ce moment-là, ma mère décida de quitter la Bosnie. Elle tenta toutes les démarches possibles. Et un beau jour, sous une pluie de coups de feu, nous sommes montés dans une camionnette en direction de la France. Nous étions les rares dans la famille à quitter la Bosnie car le reste y était attaché, ne pouvant envisager de quitter le pays. Nous sommes arrivés à Besançon car nous avions de la famille dans cette ville. Nous avons vécu un certain temps avec eux puis nous avons pris un appartement. Mon père quitta l'Algérie pour la Norvège et revint à Besançon 1 an plus tard. Et voilà. Donc pour ce projet, nous tenions à remercier Monsieur Pro, qui est venu lui aussi faire sa biographie. Donc les témoins qui sont venus nous raconter leurs histoires durant l'année scolaire, et aussi le prof de communication, Monsieur Gagneux, à qui je vais laisser la parole maintenant. Professeur qui quitte l'enseignement cette année, qui prend sa retraite. Ah, tu me... On a dit qu'on n'avait pas de témoin. Si, on a un témoin, c'est Frédéric qui a témoigné. Les élèves n'oublient pas, ils te comptent comme un témoin. Voilà, ouais. Moi, je voudrais surtout parler des possibilités qu'il y a à partir du travail que l'on fait à trouver des changements dans le réel, sur le terrain, notamment en direction du secteur associatif. Alors, un exemple, c'est l'exemple de l'association Centrafrique sans frontières, qui est dont la présidente est Mme Métène Gemeux, centrafricaine, et qui a témoigné l'an dernier. Et à la suite de ça, eh bien, on a continué à travailler, notamment sur un projet cette année d'exposition avec une classe de seconde sur Centrafrique. Elle-même aussi, voyant l'intérêt des élèves sur tout ce qui touchait à sa condition de femme en Centrafrique, donc elle nous a parlé de choses assez dures, notamment de l'excision, des sévices subis par les troupes de Moukassa, etc., etc. Eh bien, elle a eu envie d'écrire un livre. Donc, en sortant de chez nous, pratiquement, au lycée, eh bien, elle a commencé à écrire un bouquin, et qui va sortir dans les semaines qui viennent.
Autre projet avec cette association, c'est la mise en place d'échanges entre des lycéens bisontins et puis des jeunes de banlieue, grâce à l'Internet. Donc moi je trouve que c'est très intéressant parce que ça offre des perspectives pour nos jeunes pour l'avenir, hein, c'est-à-dire pour après le lycée. Moi ce que je souhaite, c'est que ce qu'on a fait cette année, c'est que ça porte ses fruits plus tard sur le terrain. Et le lycée souhaite continuer l'année prochaine? J'essaie de faire en sorte qu'effectivement, il y ait quelqu'un qui prenne la suite. Et puis, on a déjà des élèves qui travaillent sur des projets d'associations juniors, justement, parce que ce qui est intéressant pour mener des projets sur le long terme, c'est d'avoir une structure qui permet d'assurer la continuité. Parce que, bien sûr, vous connaissez le problème, c'est que nos élèves ne font que passer. C'est-à-dire qu'un projet peut difficilement être mené sur 2 ou 3 ans. Peut-être qu'à partir d'une structure associative, on pourra faire des choses intéressantes sur plusieurs années. Merci beaucoup. Donc on va passer à Hirson. À Hirson, il y a eu 2 témoins, M. Choumanski et M. Samat, qui est de l'association de mineurs marocains du Nord. Donc on va demander au professeur de présenter Hirson, là où il y a le cadre. Hirson. Alors, comment présenter Hirson lorsque nous habitons Paris? Simplement, c'est une petite zone de campagne perdue à la frontière entre la Picardie, la Belgique, mais il y fait très bon vivre. Simplement, lorsque nous vivons à Hirson, nous sommes en pleine campagne, nous sommes entourés de verre, et la vie, évidemment, est très agréable, et nos élèves sont encore plus motivés pour travailler sur des problèmes transgénérationnels. Et ce que je voudrais, avant de développer un petit peu quelques éléments plus pédagogiques, plus expérimentaux, pour voir un peu ce qui peut se passer pour plus tard, j'aimerais laisser la parole à Anna et à Léa, qui vous présenteront, qui vont vous expliquer tout ce qui s'est passé pendant cette année-là, pendant les nombreuses séances que nous avons eues avec M. Samat et M. Choumanski. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci d'avoir accueilli la classe de seconde 3 du lycée Jules Riquier-Biasson. Nous allons tout d'abord vous expliquer en quoi consiste le projet intitulé « Mémoire de mémoire ». En ce début d'année scolaire 2007, nos professeurs d'histoire, géographie et de français nous ont fait part de ce projet. L'idée de participer et d'écouter des témoignages de personnes immigrées nous a beaucoup motivés, puisqu'en effet, ce genre d'intervention est extrêmement enrichissante. C'est pourquoi la classe a manifesté son enthousiasme, et de ce fait, le lundi 26 novembre, nous avons fait notre première rencontre avec M. Pro, un biographe qui par la suite nous aura présenté 2 personnes exceptionnelles dont il a écrit un livre en souvenir de leur vie passée. Il s'agit de M. Samat et de M. Choumanski. Ces 3 personnes se sont dévoilées auprès de notre classe et nous pouvons encore une fois les remercier pour cela. Ils nous ont transmis l'importance. Morales selon lesquelles ils ont vécu durant toute leur vie, aussi différentes soient-elles. Et c'est dans cette différence qu'il faut vivre et accepter les personnes autour de nous. C'est sur cette notion que M. Pro et M. Samat ont accentué leurs paroles. Malgré leur passé différent et les obstacles qu'ils ont dû franchir, M. Samat et M. Choumanski nous ont particulièrement émus et nous ont diffusé leurs idées concernant un monde plus respectueux envers les personnes, quelles que soient leurs origines. Et permettez-moi de reprendre quelques mots de M. Samat, parlant de multiculturalité, qui est une valeur fondamentale à préserver. Nous vous remercions de l'attention que vous avez portée à ce discours. Explique en 2 mots le parcours de M. Samat. Voilà, simplement encourager Anna et Léa pour qu'elles puissent expliquer ce qu'a fait M. Samat et M. Choumanski. M. Choumanski est là, justement. Donc, M. Samat. Alors, Monsieur Samat est un Marocain. Donc, il s'est rendu en France pour travailler dans les mines. Et dans le milieu de l'année scolaire, nous nous sommes rendus à la mine de Léeuwarde, dans le Nord-Pas-de-Calais. Et nous avons reçu des Marocains, des correspondants marocains au lycée Garçon.
Et donc nous nous sommes rendus avec eux à l'Eward, à la mine, avec M. Samat qui nous a rejoint là-bas et nous a expliqué tout son parcours dans les mines. Maintenant, le parcours de M. Szymanski qui est à côté de toi. M. Szymanski, qui est d'origine polonaise et qui a vécu des combats sur Varsovie et qui par la suite est venu en France et a construit sa vie par ça. Moi j'aimerais remercier M. Szymanski et les 3 ou 4 autres témoins polonais qui sont ici. Ils viennent depuis 4 ans devant les établissements scolaires, devant les élèves, pour parler de l'insurrection de Varsovie, avec des témoignages qui sont durs, mais qui sont, je pense que tous les 4, tous les 5 aimés des élèves. Vous avez vu plusieurs milliers d'élèves pendant 4 ans. Je voudrais que vous les applaudissiez, parce que vous les avez tous. Tout d'abord, permettez-moi de remercier très sincèrement Frédéric Pro de m'avoir donné l'occasion de vous raconter à plusieurs reprises. Non seulement de vous rencontrer et de pouvoir vous raconter ce que j'ai vécu durant la guerre 1939-45, comment j'y participais, quels souvenirs j'en ai gardé, mais aussi de préparer chaque intervention avec vos professeurs et vos directeurs. Je lui suis très reconnaissant à tous d'avoir accepté d'accueillir vos témoignages, nos témoignages, ceux de mes collègues et les miens, d'avoir permis ainsi à nous, les anciens, et surtout à vous, chers jeunes, de s'arrêter un moment sur ces pages douloureuses de notre histoire commune. Car ces moments appartiennent à des générations que vous connaissez ou vous avez connues, celles de vos grands-parents, de leurs amis qui y participaient directement, ont vécu eux-mêmes des moments semblables, ou bien seulement entendu en parler, ou à d'autres témoignages, d'autres évocations, des rapportages ou l'histoire. À chaque raconte, j'étais très ému de vous avoir si attentif et compréhensif. Maintes fois, vous avez dit vous-même de comprendre la difficulté qu'une personne âgée de parler de son histoire à des jeunes. Pour vos questions si nombreuses, vous avez montré combien vous êtes sensible à ce témoignage et avide d'en savoir plus. Pardonnez-moi si je n'ai pas su répondre à toutes vos questions, mais j'espère sincèrement que les moments passés ensemble vont vous inciter à vous documenter plus à part, amplement, et lire les livres passionnants, à rester à l'écoute de l'autre et toujours ouvert sur le monde qui vous entoure et qui vous sollicite chaque jour. Et simplement, j'aimerais reprendre la parole pendant quelques instants pour bien insister et féliciter les élèves de la seconde 3 du lycée Jules Cuvillier, parce qu'ils ont fait un très bon travail tout au long de l'année. Ça commence au mois de novembre, avec toute une série de lettres. Bon, il a fallu évidemment, vous savez comment vous fonctionnez, comment nous fonctionnons, il a fallu insister pour que les lettres puissent être là, mais au final, le résultat en valait la chandelle, le jeu en valait la chandelle, parce que vos lettres, les élèves que vous avez envoyés, les lettres que vous avez envoyées à M. Samat et à M. Szymanski étaient de grande qualité. M. Pro l'a bien souligné aussi, ainsi que M. Szymanski. Vous avez là réalisé de véritables liens intergénérationnels entre les anciens et les jeunes. Et il est vrai ici que quand on essaie de réfléchir sur tout cet aspect, donc mémoire du migrant, sans lycée, sans témoin, vous avez là quelque chose de fondamental qui permet de donner de la chair à l'histoire.
Et on parle de l'histoire, oui, mais nous étions dans le projet sur Ilson, associés avec une collègue de français, avec une documentaliste, et tous les trois, donc, nous avons longuement travaillé, longuement échangé pour voir comment on pourrait utiliser ces différents témoignages. Les collègues de français les utilisent sur le problème du récit, voir comment on peut travailler un récit, quelle est la validité, quel est le statut de l'auteur, le statut de la mémoire. L'autre côté aussi, on envisage à partir de l'année prochaine de constituer une sorte de banque de données, c'est-à-dire de filmer tous les témoignages qu'on a commencé avec M. Choumanski. On voudrait bien continuer l'année prochaine de manière à faire un élément, de faire une banque de données qui ira au CDI et sous la gestion des documentalistes. Encore une fois, un grand merci à M. Pro et un grand merci donc aux deux élèves. On va passer à La Roche-sur-Yon. Nous sommes de La Roche-sur-Yon, donc La Roche-sur-Yon c'est en Vendée. En général, les gens connaissent plus les Sables d'Olonne que La Roche-sur-Yon. C'est la première fois qu'on participe à ce projet. J'ai rencontré Frédéric, enfin on se connaît parce qu'on est issus de la même commune. Et donc c'est un peu comme ça qu'on s'est lancé dans ce projet. L'objectif de départ un petit peu pour nous, la Vendée n'est pas vraiment une terre d'immigration. Il n'y a pas la proportion de population immigrée est quand même relativement faible. C'est pourtant un thème dont on parle beaucoup dans la presse, dans les médias. L'idée, c'était aussi de montrer ce que pouvait être une population immigrée, mais sous un autre regard. Donc c'est un peu pour ça qu'on est rentré dans le projet. D'un autre côté, tout au long de l'année, on a travaillé autour du thème du témoignage. Vous aviez 3 classes. Nous avions 3 classes, donc 75 élèves à peu près qui participaient au projet. Donc dans le cadre du français, ce sont des élèves de terminale de EP Vente Action Marchande. Dans le cadre du français, donc on leur donnait à chaque fois que les témoins se présentaient une situation d'écriture précise. Et à partir de là, bon, ils avaient un petit travail d'écriture tout en laissant à chaque fois une partie libre, je dirais, où ils pouvaient exprimer ce qu'ils avaient ressenti, vécu durant ces témoignages. Je passe la parole à... 2 élèves et à Nilaï qui est témoin. 2 élèves. Surprise pour toi, Nilaï, après. C'est pas préparé du tout, donc c'est sans filet. Bonjour Paris, ça marche pas? Bonjour Paris. Ça marche, on m'entend? La Fleuve parisien, le seul établissement parisien, est en grève aujourd'hui, donc ils sont pas là, mais il est bleu. Mais juste pour dire qu'on a trouvé cette intervention très intéressante et enrichissante, parce que c'est venu des 4 coins du monde, donc finalement c'était pas... Il y a eu qui? Donc tout d'abord il y a eu M. Choumanski, donc un témoin polonais. Ensuite il y a eu... Monsieur Borsali, qui lui était algérien. Ensuite nous avons eu Madame Endey, qui était du Sénégal, et Monsieur Sengueguera, qui était lui du Rwanda. Non, mais que bon, ça faisait plaisir en même temps de voir toutes les cultures qu'il pouvait y avoir et ce que ça pouvait différencier. Savoir qu'on n'était pas les plus à plaindre dans nos vies où on se plaignait pour rien. C'est intéressant de savoir ce que peuvent vivre des immigrants quand ils viennent dans notre pays et savoir le changement. Ça a apporté en plus c'est parce qu'en fait, ce qu'ils ont vécu en général, ils ont raconté des grands passages du monde, donc par exemple comme la Seconde Guerre mondiale, la guerre du Rwanda, où vous avez eu les colonisations africaines, et aussi la guerre d'Algérie. Et en fait, on a pu voir par rapport à leur témoignage la vie vraiment des gens comparé à ce qu'on voit dans les livres en fait. C'est vrai que ça apporte un plus autour. Et Ndaï, c'est ton avis? Toi qui as témoigné? Moi, j'ai été très touchée par l'intention, en tout cas, que les élèves ont apporté, l'écoute. Et je leur ai, à travers, en tout cas, mon témoignage et les autres, ils pouvaient voir que l'immigration, enfin, il y a plusieurs sortes d'immigration. Et par rapport à mon témoignage, moi, c'était surtout basé sur l'éducation que j'ai reçue. Parce que toute petite, j'ai été donnée à une tante et j'ai été élevée à la dure, élevée à réussir. Je n'ai pas connu mon adolescence parce que j'étais une femme, il fallait qu'on me garde à marier. Et, bon, j'ai enfreint un petit peu les lois.
Et mon arrivée en France pour suivre mon ex-mari, qui était basketteur professionnel. Et à travers aussi mon témoignage, je suis très sensible à l'être humain, à l'éducation, le partage, comment on appelle ça, à la confiance. J'ai lancé une perche un petit peu aux professeurs et pour leur dire qu'il fallait qu'ils fassent confiance à leurs élèves. Parce que moi, en me faisant confiance, j'ai réussi. Et aussi, il fallait qu'ils leur fassent confiance dans les études, dans tout ce qu'ils peuvent leur demander. Et quant aux élèves, je leur avais demandé un petit peu de voir un petit peu ce qui se passe autour d'eux, de s'ouvrir au monde et surtout, de penser que dans toute une vie, tout peut arriver. On peut démarrer de très haut, aller très bas, aller très haut, et très haut, aller très bas. Il fallait qu'ils y fassent très attention et que surtout, ce que le message doit leur passer, c'est que la réussite que j'ai eue, avec la persévérance que j'ai eue, en mettant un petit peu autour de moi, en travaillant à l'usine depuis l'âge de 22 ans, enfin à 22 ans déjà, j'ai vécu du racisme autour de moi. Je me suis dit, je ne m'arrête pas là, je continue, je le souhaite en tout cas de tout cœur, et je vous souhaite de tout cœur que vous réussissiez dans votre vie, autant que vous le Restez là, il y a une surprise pour toi derrière. Et là, il y a un diaporama qu'on va annoncer. C'était fait par qui ça? Parce que tu vas faire le commentaire, il n'y a pas la musique. Si, moi je l'ai là. T'as la musique avant? Il y a de la musique, mais elle n'apporte rien. C'est les élèves qui ont fait ça. En fait, ils ont repris rapidement les interventions des différents témoins. Il y a une faute, je pense, à M. Choumanski. Donc en fait, c'est ce qu'ils ont retenu un petit peu enfin, c'est l'essentiel de ce qu'ils ont retenu, parce que sur les différents témoignages. Donc il y a eu 4 témoignages, 5 avec celui de Frédéric. Donc à chaque fois c'est un petit peu un résumé rapide de ce qu'ils ont retenu et puis le message qu'ils ont aussi retiré de ces interventions. Ils ont terminé un petit peu parce qu'ils ont pu retenir enfin, leur ressenti suite aux différentes interventions.
ils ont travaillé par groupe. Hein. Il y a eu 9 diaporamas de faits, on n'en montre qu'un, donc vous endormir. Donc, bon, il y a des choses plus ou moins différentes qui sont sorties sur les différents diaporamas. Pour les témoins, par rapport au témoignage d'Hyundai, ils ont écrit, tu vas raconter ce que tu as demandé à tes élèves, et j'ai choisi parmi les textes de tes élèves, et c'est les artistes qui vont raconter le texte. Et donc pour chaque témoin, je vous l'ai dit tout à l'heure, on donnait une situation d'écriture particulière. Et donc lorsqu'Hyundai est venue, elle nous a parlé un petit peu aussi de ses filles, dont une de ses filles qui ne connaissait pas le Sénégal, puisqu'elle est née en France. Bon, on a un peu extrapolé, je dirais, par rapport à ce qu'elle nous a raconté. On est parti de la situation d'écriture, je leur avais demandé d'écrire une petite scène de théâtre, avec le rôle, la fille et la mère, donc la fille qui faisait plus ou moins le reproche, et c'est là qu'on a extrapolé, à sa mère de ne pas connaître le Sénégal et de ne pas connaître finalement peut-être ses racines. Donc à partir de là, ils ont écrit une petite scène de théâtre entre une mère et sa fille. Qui est la mère, qui est la fille? Je suis la mère. Allez-y. Comment vais-je pouvoir tout lui expliquer d'un seul coup? J'espère qu'elle ne va pas trop m'en vouloir et qu'elle comprenne mes choix. Que c'était mieux pour elle de vivre en France. Que si j'ai fait tout cela, c'était pour que l'on soit une famille unie. Bonjour maman. Bonjour maman. Bonjour maman. Comment vas-tu aujourd'hui? Bonjour. Oui, et toi? Bien, merci. Mais qu'est-ce que tu as? Tu pleures? Non. Il faut juste que l'on parle de mon passé et de toi. Ah oui, c'est vraiment très important. Oui, je sais. Alors, que veux-tu savoir? Je ne comprends pas pourquoi tu as quitté le Sénégal, tes origines, quoi? Ma chérie, tout d'abord, si j'ai quitté ce pays, c'était pour être avec ton père. Tu sais, quand on aime. Peut-être, mais tu aimes pas le Sénégal? Si, j'aime beaucoup le Sénégal, mais mon enfance... Raconte-moi ton enfance avec mes grands-parents, que je n'ai jamais connus d'ailleurs. Comme tu veux. Déjà, ma mère m'a donné un mon oncle, car elle disait qu'elle ne pourrait pas s'occuper de moi. Et comment as-tu réagi? Tu sais, au début, je ne comprenais pas pourquoi je ne vivais pas avec mes autres frères et sœurs. Mon père avait 5 épouses, donc j'avais 22 demi-frères et sœurs. Avec mon oncle, je n'avais le droit de ne rien faire. Il m'a élevée à la française. Mais en te connaissant, maman, cela ne t'a pas énervé? Si. Vers l'adolescence, j'ai commencé à me rebiffer. Je séchais les cours. Puis, par la suite, j'ai rencontré ton père. Ton oncle l'a su? Oui, enfin, je ne sais plus trop. Mais à cause de cela, je suis tombée enceinte de ta sœur, très jeune, à 17 ans. Je ne l'ai su que 7 ou 8 mois après. Comment l'a pris papa? Je ne lui ai pas avoué sur le coup, car un club de basket français venait de l'acheter. C'est donc pour cela que par la suite, je suis allée en France pour lui avouer. Sa réaction? Il m'a dit qu'il allait l'assumer avec moi. Mais ta sœur est restée vivre 6 ans au Sénégal, chez mon oncle et ma tante. C'est donc pour ça qu'elle connaît ses origines. Pourquoi tu l'as laissée chez eux? Pourquoi tu as attendu si longtemps pour la récupérer? Comment c'est la vie là-bas? Ce n'est pas du tout pareil qu'en France. Au Sénégal, dès 5 h du matin, il y a du monde sur les routes. Il y a du bruit. On entend les voitures, les scooters, les gens qui parlent lorsqu'ils vont au travail. Ah oui, c'est vraiment différent. Mais j'ai vraiment l'impression que tu aimes plus ma sœur que moi. Mais non, pourquoi tu dis cela? Car tu l'aides. Vous parlez toujours du Sénégal. Peut-être, mais ce n'est pas pour cela que j'en aime une plus que l'autre. C'est que j'ai confiance en toi et ça ne l'oublie jamais. Merci beaucoup. Effectivement, je vais pas vous raconter tous ma vie. J'ai 2 filles qui ont 28 ans et 26 ans, dont une qui est née en France et qui souffre énormément de ne pas connaître du tout le Sénégal. Par contre, j'ai une bonne nouvelle. Elle y va au mois de juillet et août pendant 2 mois. Je pense que ça va lui faire beaucoup de bien. Merci.
Montreux, professeur et élève de Montreux. Oui, alors bonjour. Nous représentons l'établissement de France. Nous venons de la Seine-et-Marne. Nous avons quitté la terre betterave pour venir vous parler un petit peu de notre lycée. Ici, l'industrie graphique est bien représentée. Voilà, des secondes et un terminal bac pro. Et notre établissement, ça fait 3 ans, la 3e année, donc nous voyageons à travers nos témoins. Donc nous sommes partis au Sénégal, du Sénégal nous sommes allés au Mali, au Sénégal, en Mauritanie, en Pologne, 2 fois en Pologne. Un petit coucou à Danuta qui n'est pas avec nous. Nous sommes allés également en Allemagne. Et alors on s'est baladé avec ce monsieur, alors je vous les présente, Janus, Margaret, et puis... Madame Blachimska qui a témoigné dans un autre établissement, mais je voulais aussi mettre en valeur avec vous. D'accord, alors enchanté. Et puis alors, un monsieur qui s'appelle Nissan, et alors avec lui on voyage non seulement quelque part dans le monde, mais on voyage aussi dans le passé. Et ça c'est formidable parce que... oui, voilà, c'est ça, j'allais dire la survie. Voilà. Oui, c'est ça qui m'a interpellée, en voie de disparition. Civilisation, voilà, ça c'est très important. Nous avons proposé un projet donc, à 3 classes de cet établissement, une classe de BEP carrière sanitaire et sociale, de raconter sur le thème de l'immigration le parcours d'une personne qui serait venue en France ou autre pays. Et nous vous proposons d'écouter un texte qui a été écrit donc, par un élève qui n'est pas présent, mais qui sera lu par un autre élève. Bon, je vais vous raconter une histoire. C'est une histoire sur l'Afrique. Afrique, par Nkodia Steve. A comme attachant, F comme festive, R comme racisme, I comme immense, Q comme qualité, U comme unique, E comme émouvant. C'est de cela que je puisse m'efforcer de mes racines. Si ton cœur recherche tout cela, alors viens avec moi visiter la terre qui m'a fait naître. Éloigne-toi de toute impureté, n'écoute pas tout ce qu'on l'on raconte de mauvais sur elle. Le berceau de l'humanité. Viens écouter ces chants trop souvent masqués par ces cris. Viens, on ira danser, envoûté par le son environ du tam-tam. Cette terre a été la cause de nombreuses de mes peines, mais aussi la cause de mes joies. C'est ça qui la rend si belle, à mes yeux, si attachante. Viens voir nos trésors, nos richesses, que tout nous envie. Mais je te préviens, si tu viens juste pour te remplir les poches et repartir après avoir joué de notre hospitalité, Dame Afrique te réservera un châtiment des plus terribles. Et si tu viens chez nous, sans arrière-pensée, alors on t'accueillera à bras ouverts devant un bon verre de Nasdaq. Ce lait de palme, tu l'en obtiens en retirant ses sèves des palmiers. Sa couleur latée ne t'inspirera peut-être pas confiance, mais une fois en bouche, tu sentiras une explosion de saveur envahir ta bouche. Je t'invite chez moi, je t'invite à venir vivre une vie sans artifice, tout dans la pureté. Sans ces choses qui nous rendent esclaves d'elles. Viens éveiller tes sens, Louis. Tu écouteras mes chants, tu entendras le silence qui caresse nos peines. La vue. Tu verras les merveilles qui habitent la faune et la flore de mes terres. L'odorat. Tu humeras les douces odeurs de ma terre d'Afrique. Homme du Nord, bannis ton désir de supériorité. Quitte un moment ce qui t'appartient, viens nous voir et vis. Moi, j'étais très étonnée de la façon dont j'ai été accueillie à Montreux. La salle était pleine. Je ne pensais pas que les élèves allaient
me prêter autant d'attention pendant mon récit. Je suis restée pendant 2 heures, les élèves m'ont écouté avec beaucoup d'attention et ensuite chaque élève m'a écrit un petit mot mais très très émouvant. Moi j'ai raconté mon histoire, je suis née en Allemagne en 1935 et j'ai vécu le régime nazi, j'ai vécu sous les bombardements et tout de suite après la guerre, j'ai immigré vers la région parisienne et je suis sarcelloise depuis 30 ans. Bonjour tout le monde, je vais essayer d'être très très bref parce que c'est un peu trop vite. Voilà, je suis polonais. Les témoignages que j'ai essayé de vous passer, il est composé de 2 époques complètement différentes. Donc, l'histoire, la guerre, n'est-ce pas? Et après, en France, le métier est très très bizarre, le métier de, disons, artiste. Et je voulais vous dire que dans ma vie, finalement, tout était raté. La jeunesse ratée, l'insurrection de Varsovie ratée, les études ratées, les quelques immenses amours ratés, la richesse ratée, et je suis bien comme ça. Écoutez, au moins, je n'ai pas d'obligation. Mais disons, ce que j'ai déjà dit, c'est que parfois je me sens beaucoup plus polonais qu'un polonais et beaucoup plus français que certains français, bien que je n'ai jamais demandé la naturalisation. Je vais vous dire quelque chose. Tenez, un exemple. S'il y a le match de football, France-Pologne, de quel côté je suis? Pour l'arbitre! Toujours de l'équipe la plus faible. Parce que c'est pas facile de gagner si on est les plus faibles. Les collègues vont dire quelque chose. Merci. Alors, il n'y a personne de mes rues dans les écoles où j'étais à Paris. Bon, de toute façon, je suis polonaise. Je suis née en 1939 en Pologne, juste avant la guerre. C'était pas le bon moment de naître, mais c'est comme ça. Donc j'ai passé la guerre en Pologne. Et mon père s'était enfui et avec l'aviation polonaise, il a échoué en Angleterre pendant la guerre. Il construisait des avions pour l'aviation. Et donc, moi, je quittais la Pologne tout de suite après la guerre, en 1946, clandestinement avec ma mère et mon frère, à l'aide d'une femme d'officier polonais qui organisait des convois de femmes et enfants de Pologne jusqu'en Berlin. Il n'y avait pas encore le mur de Berlin à l'époque, donc nous avons pu arriver là, mais quel voyage! Dans les trains de marchandises, à pied la nuit, après l'horreur de la guerre, les ruines, le danger. Et donc, on a pu rejoindre l'Allemagne de l'Ouest. Et là, mon père est venu nous chercher. Donc, j'ai vécu 17 années en Angleterre. C'était la première intégration en Angleterre. J'étais bien accueillie. Je suis en France depuis 1963. Vous aviez peur de venir devant les élèves? Parce que là, vous êtes tombé que devant des gaillards. Oui, voilà. Enfin, c'est-à-dire, avec Frère Frédéric, je pense que je n'aurais jamais raconté ma vie comme ça si je n'avais pas rencontré Frédéric. Mais une fois qu'on l'a connu, il nous met en confiance et après on est embobiné. Là, on ne peut pas résister. Là, la première fois, c'est l'horreur. Il n'y a que des yeux là qui vous regardent de tous les côtés.
et le cœur qui bat. Oh, donc là, on s'est dit, où est-ce que je commence? Comment je vais m'en sortir? Mais Frédéric est là. Évidemment, on ne sait pas quel est le résultat. Est-ce qu'on a passé quelque chose? Est-ce que c'est intéressant? Est-ce qu'ils sont là par politesse? Alors, c'est pour ça que les lettres qu'on reçoit, j'en ai reçu récemment du lycée de Méru. Quand elles sont faites, ça Et bon, alors là, c'est vraiment, on découvre, c'est vraiment le lien direct qui se crée. Et là, vraiment, c'est-à-dire la première chose que les élèves disent, c'est vraiment presque héroïque de venir et parler avec eux. Ils sont épatés qu'on ose. Donc je me dis, ah, on a du courage, on est des gens super parce qu'on a le courage de parler devant eux. Mais alors, ils ont tout compris. Et puis aussi, par exemple, quand on vous dit que on a compris que c'est important de s'attacher à nos racines, de ne pas d'être fiers de nos origines. Mais alors là, on s'est dit, mais tout ce travail qui a été fait, ça sert à quelque chose. Ça. Et puis le fait qu'on a souvent passé par les moments difficiles, et on lui dit, mais vous en parlez maintenant, et vous riez, vous racontez des anecdotes, vous pouvez rire de tout ce que vous avez souffert. Mais ça, c'est super parce que ça montre que dans les pires des cas, de toutes les difficultés, il y a toujours le côté optimiste. Donc ça encourage vraiment de continuer. Et un immense respect pour le témoin aussi. Alors tout ça, j'ai découvert une jeunesse vraiment que je ne connaissais pas de ce point de vue, très subtile, très délicate, très intentionnée, et vous êtes merveilleux, c'est tout ce que je peux dire. Bonjour tout le monde. D'abord, je dois féliciter avant tout Frédéric Pro pour tout ce qu'il fait pour nous, pour tous. Je dois saluer quelqu'un quand même, avant, dans la salle en priorité, Madame Anjoua Oumer, chargée de la culture de Sarcelles, ici dans la salle. Je veux saluer l'équipe du UAC. Au jour d'aujourd'hui, je suis non seulement à mon nom propre, mais aussi de l'Union des Assos Acadiens de France. Donc, je suis né en Turquie, sud-est de la Turquie, en pleine Mésopotamie. J'ai vécu là-bas jusqu'à l'âge de 23 ans. Donc j'ai raconté ça dans certains lycées. D'ailleurs, en premier, j'ai les saluts Villeneuve d'Ascq. Ensuite, Averill-Diamant à Sarcelles. Par la suite, Montreux. Mais ce que je voulais parler aujourd'hui, c'est pas de moi-même, c'est d'un peuple. D'un peuple, le jour d'aujourd'hui, c'est ne pas que en voie de disparition, mais en détresse. En grande difficulté, c'est des Assyro-Chaldéens. Quand ça arrange les hommes politiques ou certains médias, on dit le peuple de toute l'histoire, les jardins de Babylone, le code d'Hammurabi, etc. Par contre, quand ça n'arrange pas, qu'on veut oublier par l'histoire, on dit minorité chrétienne d'Irak. Donc, je fais appel à vous, madame, monsieur les professeurs, accordez une fois par mois ou tous les 3 mois à vos élèves les anciens histoires, le peuple d'habit de l'humanité qui s'appelle le peuple assyro-chaldéen. J'ai vécu il y a quelques années à l'arrière, juste à côté, à Sorbonne, lorsqu'un professeur d'histoire qui m'a dit le peuple assyro-chaldéen il n'existe plus, et la langue arabienne il n'est plus parlé, c'est que dans les histoires. Et ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai, je peux vous témoigner moi-même avec mes collègues qui sont là, nous sommes 20 000 à France à parler langue araméenne, langue de Christ. Donc c'est pour ça que je vous demande, madame, monsieur les professeurs, d'ouvrir ces portes-là à vos jeunes pour le futur. Ce n'est pas comme ici on trouve à Paris, comme on dit à Paris, maître boulot de qui compte dans les enseignements. Il faut ouvrir vers des autres horizons comme fait Frédéric, diriger d'autres peuples, d'autres pays, d'autres continents, d'autres couleurs, d'autres religions. Donc, il faut ouvrir les yeux de ces gens pour leur avenir. Merci, madame, monsieur le maire. Allez-y.
Salut tout le monde. Je m'appelle Aïtamou Mouand. Je suis d'origine algérienne, d'origine berbère. Je suis kabyle. J'étais militaire de carrière dans l'armée française. J'ai fait la campagne d'Indochine en tant que sous-officier et j'ai fait toute la durée de la guerre en Algérie dans un service auxiliaire. J'ai vécu vraiment des choses que je ne vous souhaite pas vivre. Vous êtes jeunes. Vous êtes des gens qui doivent vivre librement, sans aucune oppression. Je suis un fils d'un ancien militaire de carrière qui a fait la guerre 14-18. Il était blessé à Verdun après avoir fait tout le chemin des dames. Est-ce que ça a été facile pour vous de venir témoigner? Non, pas du tout. Pas du tout, parce que je voulais donner à la jeunesse ce que j'avais vécu déjà en tant que jeune. Vous savez, j'étais fils d'un ancien combattant, et à l'époque, les anciens combattants étaient pauvres. Donc, j'ai vécu une jeunesse très pauvre et je voulais le signaler à cette jeunesse. Et qu'est-ce que ça vous a apporté de venir témoigner? Le plaisir de témoigner d'abord en ce qui concerne la population algérienne, la façon dont elle a été traitée depuis 1830. Ensuite, ce que j'ai vécu en tant que scout musulman, en tant qu'enfant de troupe et en tant que militaire. Est-ce que vous êtes prêt à recommencer à Beauvais l'année prochaine? Oui. Ah ben, c'est très bien, je vous remercie. Merci beaucoup. Vous êtes venu en voiture, même en étant en retard, je vous remercie d'être venu. Et je remercie la demoiselle qui est à côté de vous, qui vous a amené, parce qu'en fait, vous représentez beaucoup plus, vous représentez sa famille, vous représentez plus, vous êtes un peu comme son père. Elle ne le dira pas, mais je pense que je ne me trompe pas beaucoup. Eh bien, c'est une jeune fille et je voulais l'aider et j'espère avoir contribué à ce qu'elle a espéré. Vous l'avez. Merci. Voilà, donc bonjour à tous et à toutes, nous sommes le lycée Cassini de Clermont. Donc c'est la classe de terminale ES2, lycée Cassini, donc terminale économique et sociale. Et nous sommes inscrits à ce programme parce que nous avions un projet en cours qui était de travailler sur l'identité. Et donc à partir de ça, les élèves ont bien sûr écrit des lettres, comme tout le monde, mais également ont écrit des scénarios sur les situations de discrimination. Et nous avons réalisé cette année 3 courts-métrages et un bêtisier sur des situations. Donc c'est à partir des témoignages qu'on a pu entendre que les élèves ont écrit ça. Donc je vais laisser la parole. Alors d'abord ici nous avons les acteurs de films, vous reconnaîtrez Maria Entier,
Vous reconnaîtrez Maxime Boutillier dans le film. Et puis Antoine, que vous verrez également dans le film, et puis qui a réalisé le premier film qui s'appelle L'effet boomerang. Alors ce sont des courts-métrages lyriques. Nous avons travaillé avec la compagnie Pocket Lyrique, dont le directeur et compositeur est là, donc M. Benjamin Hamon. Et donc nous avons travaillé ensemble. Nous avons été soutenus par la région de Picardie, que je tiens à remercier, par la ville de Clermont, par le Conseil général, et donc également par des mécènes privés, par l'ACCE, l'organisme contre les discriminations et le racisme. Donc je vais laisser le micro à Antoine qui va un peu expliquer comment ça s'est passé. Oui, donc bonjour. Donc donc, grâce à l'intervention des immigrés au lycée Clermont, on a été inspiré pour faire une bonne partie du court-métrage qu'on va voir là. Alors vous verrez, ce sont des courts-métrages musicaux à chaque fois, on a soit de l'art lyrique, soit du rock à chaque fois. Donc on va laisser la parole à nos témoins. Je pense que je me suis déjà exprimé, mais qu'est-ce que je peux ajouter? Remerciements à gauche, à droite, entre l'autre banalité, n'est-ce pas? Donc, je recommence. Ma jeunesse est... Ma adolescence est... L'âge adulte est... La mort est... Et toute ma vie... C'est pas vrai. Gagner... Deux ou trois mots très brefs, cette fois plus sérieux, ce qui est difficile pour moi, être sérieux, pas parler. Il y avait la question une fois, je ne sais pas déjà dans quel lycée, il y a un garçon qui me demandait est-ce que dépasser donc tout ce que j'ai passé pendant ma jeunesse, la guerre, la prison, l'insurrection de Varsovie, etc., est-ce qu'il y avait l'influence sur ce que j'ai fait après sur la scène, donc sur l'art que je pratiquais, disons. Bien, dans deux mots, on est tous conditionnés par notre passé, même si on ne sait pas, même si on ne s'est pas rendu compte. On est toujours conditionné, notre vie est conditionnée par notre passé. Mais évidemment, il faut regarder toujours vers l'avant. Il ne faut pas rester à ça. Et ça, c'est le message, je pense, valable surtout pour tous ceux-là qui sont venus vivre en France. Parce qu'il ne faut pas attendre que la France s'adapte à nous. Il faut que nous adaptons à la France. N'est-ce pas? N'importe comment, sinon ce n'est pas possible. Moi, je suis dans une situation assez spéciale parce que je me suis senti jamais étranger en France, des premiers jours. Bien que je n'avais pas de connaissance de la langue, mais j'étais accueilli avec tant de chaleur, avec tant de facilité finalement de vivre par rapport aux autres. C'est peut-être... je ne dis pas que ce sont les choses générales, peut-être c'est assez rare, mais ce qui touche moi-même, ça se va passer comme ça. Voilà, merci bien. Bonjour les jeunes. Je suis toujours aux côtés des jeunes. Depuis mon arrivée en France en 1951, c'est-à-dire j'avais 15 ans et demi, et je n'ai pas quitté la France depuis, à part mes voyages au Vietnam, à partir de 1993, pour la coopération juridique universitaire avec ma femme et le Vietnam. Mais, à travers moi, ces trois générations, je ne vais pas vous raconter maintenant la vie, c'était trop long. Avec ces 8 heures de travail avec Frédéric Fro, ce que je voulais vous transmettre, c'est que vouloir c'est pouvoir. Parce que je suis venu en France, j'ai commencé en seconde et je ne connaissais pas le vietnamien.
J'ai connu la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, puisque quand elle a commencé, la Guerre mondiale, en 1939, je n'avais que 4 ans. J'ai été dans le centre du Vietnam, et j'ai été dans un lycée vietnamien jusqu'à 47 à 49. Je suis entré après dans la zone disons libre, du monde libre, puisque la guerre entre le Nord et le Sud, voulue par les Français à l'époque, et c'est donc 4-5 ans de guerre. Ensuite, j'ai été en Inde. Ensuite, je suis venu en France, 51, pour éviter justement d'être enrôlé dans l'armée du Sud à l'époque, pour combattre les frères du Nord, ce que je ne pouvais pas admettre. Et donc, je suis venu en France en 51 et 52. Mon père est venu en France en tant que conseiller de l'Union française, puisqu'il a fait ses études en France dès 1932 à 1934, et c'est pour ça que je suis venu au Vietnam en 1935. Je suis venu en France pour faire mes études, et j'ai commencé à étudier les études d'ingénieur électricien. Le premier contact, c'est donc, pour les jeunes, j'ai commencé à être pion en 1961, donc ça fait déjà 47 ans. Ensuite, prof d'anglais pendant 6 ans. Ensuite, attaché d'administration centrale, ministère de l'économie et des finances, où j'ai terminé comme secrétaire général de la commission de terminologie économique financière jusqu'à ma retraite en 2001. Et j'ai continué encore bénévolement à travailler pour la promotion du français des affaires, pour le rapprochement des peuples, puisqu'en l'an 2000, j'ai été élu premier président asiatique de l'Alliance internationale des anciens résidents de la cité universitaire, où j'enseigne le français tous les lundis aux étudiants étrangers. C'est pour ça que je n'ai jamais quitté les jeunes. Qu'est-ce que ça vous apporte de venir? J'espère qu'à travers mon témoignage, je pourrai enrichir la jeunesse des connaissances intergénérationnelles, des connaissances inter-civilisation, culture, multilinguisme, l'enrichissement de la langue française et surtout une bonne compréhension entre les peuples et un idéal qui transcende en quelque sorte les différents philosophiques qui règnent dans ce monde. Merci beaucoup. Comment vous vous êtes fait broyer? Ta gueule. Vous en revenez pas, c'est ça. Vous vous dites, ma salope. Je rêve où je suis en train de manger à côté du Père Noël. C'est un court-métrage qui a été écrit par Mathilde Rongéras et qu'on a mis en musique et qu'on a réalisé avec une équipe de professionnels, donc en collaboration avec les lycéens de Cassini. Voilà. Je voudrais remercier là, à travers Cassini, le conseil régional de Picardie, car cette année, nous avons travaillé dans 6 établissements scolaires sur la mémoire grâce au conseil régional. Et l'année prochaine, la Picardie nous demande de travailler dans 10 établissements scolaires. Et on saura dans 3 semaines quels établissements ont été choisis. Ce n'est pas nous qui choisissons, c'est la région qui choisit. Donc je sais que vous avez été aidé aussi par la région pour le film. Je vais partir en Silicanie parce que c'est Doullens, c'est après. Mais je suis un homme qui a fait la guerre, qui est influent,
qui est vieux, qui aime bien parler aux jeunes, parce que quand on a l'addition de l'âge de jeunes plus les miens, ça fait une moyenne à peu près correcte. J'étais très content d'avoir, comment dirais-je, répondu à l'initiative de M. Pro, parce que j'aime bien raconter des histoires. J'ai une certaine ambition à raconter, donc je raconte avec plaisir. Et j'espère que vous les écoutez avec plaisir aussi, afin de lancer. Voilà. Bien, nous venons de Doulan, du lycée de Loti. Donc Doulan, c'est une petite ville de Picardie, du département de la Somme, qui est une petite ville frontalière entre la Somme et le Pas-de-Calais. Alors, c'est la première année que nous sommes engagés dans ce projet. Ce qui nous a interpellés, je crois, c'est parce que c'est aussi dans ce sens que nous travaillons depuis des années, ce sont les rencontres et le partage. Après chaque rencontre, les élèves ont écrit leurs réactions, ce qu'ils avaient ressenti, ce qui s'était passé lors de ces moments particuliers, qu'ils ont particulièrement apprécié, c'est clair. Nous avons vu M. Likarnik, qui a été le premier témoin à venir après l'intervention de M. Pro. Il y a M. Nguyen, si je me souviens bien, la prononciation pas évidente, et M. Kitoko, sachant que le dernier témoin était M. Eliba, un Marocain qui n'a pas pu se déplacer aujourd'hui. L'autre a dit, et là aussi c'était avant la rencontre avec les personnes qui servaient de témoins, une a dit, au fond de notre cœur, on est tous des migrants. En fait, il faut voir qu'on a une vie intéressante aussi, et donc on va dire que les élèves ont pris ce projet à cœur, et donc je vous propose de les écouter. Vous nous avez ouvert les yeux sur le courage et les difficultés de la vie à affronter, à réussir. Vous avez réussi à nous plonger dans votre histoire. Vous n'avez pas hésité à tout nous faire partager. Les gens, les couleurs, les animaux, c'était très vivant. Votre intervention m'a fait réagir à la chance que nous avons de vivre dans un pays riche. Notre professeur nous a parlé d'un projet pour communiquer avec les enfants de votre village. Nous avons tout de suite accepté. Il nous a fait découvrir l'Afrique et ses mystères. Ce qui m'a le plus touché, ce sont les valeurs que l'on inculque aux enfants dès leur plus jeune âge, en particulier la famille et le courage. On se rend compte qu'on a beaucoup d'avantages, même très banals, tels les transports scolaires qui nous évitent de nombreux kilomètres de marche. Nous sommes beaucoup plus riches qu'eux, mais non plus heureux. J'aimerais bien communiquer avec les enfants de son village. C'est un homme qui a énormément de courage. J'ai trouvé rare la façon dont M. Kitoko parlait de son passé, avec humour, ce qui nous permettait de mieux comprendre. Cela nous a permis de nous rendre compte de l'absurdité de l'administration française devant les étrangers et de la difficulté éprouvée par les étrangers pour venir vivre en France. Voilà. J'ignorais tout sur la situation du Vietnam qui n'est pas très ancienne dans l'histoire. Cette intervention était intéressante car elle nous a permis de découvrir l'histoire et la culture du Vietnam. Nous avons aussi découvert le quotidien d'un migrant et ses difficultés pour s'insérer dans la population française. M. Nguyen nous a montré qu'un immigré pouvait lui aussi bien réussir sa vie et qu'on pouvait réussir à tout en travaillant dur. Il a eu du courage pour quitter sa famille et partir en France. Il nous a donné un conseil. Instruisez-vous, c'est la clé de la réussite. Malgré les difficultés qui se sont mises en travers de son chemin, il reste humble et s'est très bien intégré. J'admire ce genre de personne. Il n'est pas issu d'une famille aisée, mais s'est battu pour réussir. Je respecte votre courage. Il nous a donné l'envie de faire des études, d'apprendre un métier, quel qu'il soit, de réussir dans la vie. Je tiens à vous remercier personnellement pour votre intervention qui a marqué ma mémoire et enrichi ma vision sur les migrants. Votre discours m'a permis en quelque sorte de m'identifier à vous. Monsieur Likarnik a toujours su se remettre sur pied. Cet homme m'inspire le courage, la liberté, la volonté de vaincre, la vie. Sa visite était un privilège hors du commun entre sa façon si sereine de raconter sa vie et ses anecdotes. Auparavant, malgré les cours d'histoire, les reportages télévisés, les livres, nous n'imaginions pas la vie d'un résistant comme il nous l'a décrit. Désormais, on se rend un peu plus compte de la chance que nous avons d'avoir une telle jeunesse. Nous aussi, un jour, en regardant un film où il y avait des résistants, on arrivait dans les trains pour l'aspect secret et pour être un héros. Bien sûr, dans nos rêves,
On ne se faisait jamais prendre et on était les meilleurs, alors que là, en vous rencontrant, on pouvait vraiment savoir les risques, les gens aimaient qui disparaissaient. On a eu un récit authentique sans enjolivation, du cinéma ou des livres. Je tiens à vous dire merci pour cet après-midi hors du temps. J'aurais bien aimé passer un peu plus de temps avec vous. Il a su faire ressortir des sentiments qui nous ont atteints et auxquels on n'aurait pas pensé lorsqu'on nous parle de guerre. Comprendre la vie d'un résistant et la force de caractère qu'il faut avoir pour supporter cette pression. Transmettre un peu de sa vie, comme le fait M. Wilkernick, est généreux et enrichissant pour nous. Je suis la personne qui a témoigné au lycée de Toulon. Je suis très content d'être parmi vous. Et quand je pense à mon histoire, il y a quelque chose qui me traverse la tête. Cette chose, elle est tellement précieuse pour moi parce qu'on me l'a répété depuis mon enfance. Et c'est mon grand-père qui me chantait ça. Et j'aimerais que vous répétiez après moi cette petite chanson. Et malheureusement, c'est en dialecte. Tchanga, tchangalela, tchanga. Tchanga, tchangalela, tchanga. Tchanga, tchangalela, tchanga. Tchanga, tchangalela, tchanga. Voilà. Donc, à chaque fois que mon grand-père me répétait ça, merci. À chaque fois qu'il me répétait ça, le soir avant de dormir, j'oubliais mes souffrances, j'oubliais la dureté du travail, après l'école, marcher à pied, 10 km aller-retour au collège, j'oubliais ça et je dormais tranquillement. Donc, je n'avais pas le droit de dire « Oh, c'est dur !» Oh non. Parce qu'au moment où je vous parle, il y en a qui sont encore dans cette situation-là, qui continuent à se battre, qui marchent à pied, et qui voient l'école, qui cherchent à trouver la réussite. Voilà tout ce que je peux résumer. Je pense à ça. Tchanga, tchanga, la, la, tchanga. Et permettez-moi de vous dire tout d'abord bonjour à tous. Je tiens aussi à dire bonjour à tous les professeurs, madame, et tous les élèves du lycée que je viens dernièrement de vous rencontrer. Et j'en étais très heureux. Et voilà, c'est M. Pro qui m'avait proposé de venir rendre visite aux élèves d'un lycée. Alors, franchement, au début, je ne savais pas quel était le but de la visite. Et puis je me suis dit, peut-être, ce sont des jeunes qui cherchaient une voie de sortie après les lycées. Je me suis dit, peut-être, je fais une carrière depuis à l'âge de 19 ans, jusqu'à ce jour, que j'ai 75 ans déjà. Et je me suis dit, peut-être que j'ai dans ma vie choisi une bonne carrière, je peux peut-être leur suggérer d'en faire pareillement. Et voilà. Donc, je présente, je suis un capitaine au cours. Mon métier consiste à commander les navires en mer, et y compris les plus gros navires du monde, bien sûr, bien entendu. C'est un peu comparable à un commande de bord d'un Boeing 1647, voilà, en aviation. Et vous êtes revenu une fois l'année dernière, et vous êtes revenu cette année. Et l'année prochaine, vous vous y remettez? Ah bien entendu, tout ça pour moi un très grand plaisir. C'est toujours important, même pour Michel, la question vaut pour Michel aussi. Voilà, voilà. Donc je serai toujours prêt à vous rencontrer, tous les jeunes, à tout moment que vous en avez besoin. Merci beaucoup. Je voudrais terminer en remerciant évidemment les témoins, mais en remerciant toute la démarche de M. Pro, qui, je crois, lorsqu'on est élève, doit faire sacrément réfléchir. Et souvent, les élèves se demandent comment quelqu'un peut faire dire autant de choses à quelqu'un qui, a priori, n'a pas l'habitude de parler. Et je pense que pour chacun des élèves et pour chacun d'entre nous, la dimension que prend la parole dans la démarche de M. Pro, la parole est évidemment l'écoute,
me semble extrêmement importante. Et pour tout cela, je le remercie. Donc une audace au nord du Nord, à la Imbrico, donc à la Bachelelle, à la Dany, bien. Hiver, moins 30 degrés, les ours, les loups. Bienvenue en Perchie. C'est nous les vrais ch'tis. C'est dur un petit peu de travailler avec Frédéric parce que ça fait déjà 4 ans, donc je suis le dinosaure des dinosaures parmi les établissements donc, qui participent à cette action. Avec Frédéric, on devient de plus en plus gourmand. Et là, donc, je suis en appétence. Va-t-il me surprendre encore l'année prochaine? Donc, mais je suis toujours partant. Je parlerai après les élèves, je laisse la parole aux élèves. Bonjour. Donc, nous sommes des élèves du lycée Queneau à Genève, donc on est des élèves de seconde, première et terminale. Et notre premier témoin, le premier témoin que nous avons rencontré, c'est une témoin iranienne qui s'appelle Shakami Bozormeng. Je ne sais pas ma prononciation. Et donc, cette témoin nous a raconté son enfance en Iran, la vie sous le régime du Shah après la guerre en Iran, la République islamique, la vie avec les obligations, toute son enfance, et aussi elle a un peu démenti les préjugés qu'on peut avoir sur un pays comme l'Iran où les médias ils nous montrent que le côté négatif. Elle retient aussi beaucoup de fêtes et de joie. Enfin, elle se souvient des nuits très, très animées de Téhéran, et donc elle nous a montré aussi tous ces côtés-là qu'on ne voit pas forcément. Et après, elle nous a aussi raconté son arrivée en France, le fait que c'est la première fois qu'elle s'est sentie étrangère, enfin, son intégration qui a été assez difficile parce qu'elle a rencontré une culture totalement différente de la sienne, et le choc des civilisations a fait qu'elle a eu du mal à s'intégrer. Donc voilà, ça a été à peu près son parcours. Elle nous a aussi raconté qu'elle voulait être politicienne pour changer les choses en Iran, pour faire bouger l'Iran, parce que là, il y a aussi un problème avec la place de la femme, qui n'est pas forcément très, très bien là-bas. Donc voilà. Et ensuite, nous avons choisi de rendre hommage à M. Bukowski, un témoin polonais, par Cercle. Durant l'occupation soviétique d'une nation appelée Pologne, malgré la pression instaurée par le régime, des hommes tels que vous ont su affronter leurs peurs et revendiquer leurs idées. Et plus cette dictature s'enracinait, plus votre résistance s'élevait. Ce qui fut pour vous une bataille évidente représente pour nous une force de courage surprenante. Avec vos mots pour armes, vous avez mené le combat de toute une vie, et votre engagement fut celui de la liberté. Dans l'ombre, vous couriez un danger permanent pour sauver les valeurs humaines de leur anéantissement et rédiger un message d'espoir clandestinement. Plus tard en France, vous avez poursuivi cette dénonciation du totalitarisme en ne cessant d'exprimer votre... En retiendrons de ce grand homme une phrase qui nous a dit les yeux larmoyants. Jaiche peumnie vachei modosh. Profitez de votre jeunesse. Nous avons assisté à la conférence de M. Boravong. Il a évoqué sa vie à travers des moments susceptibles de nous faire découvrir un autre pays, une autre culture, une autre histoire, celle du Laos. Nous avons été particulièrement marqués par son expérience des camps de rééducation qui avait pour but d'endoctriner les esprits et de leur inculquer les principes du communisme. Dans ces camps, la vie était très difficile, aucun espoir d'évasion, sous peine d'être rattrapé et exécuté. Il est l'un des premiers à être libéré 6 ans plus tard. Après quoi, il gagne la France où il négocie ses papiers à l'ambassade de Suède. Après tout cela, il aime malgré tout son pays et ne critique pas les camps.
Nous finirons ainsi avec un petit message pour M. Bravon. Vous avez dit lors de la conférence qu'avoir été confronté à notre culture et l'avoir apprise a été un très grand enrichissement. Eh bien, je voulais vous dire que nous, d'avoir un peu partagé votre vie et votre culture initiale a été un grand enrichissement. Je vais peut-être insister aussi sur, quand il est arrivé en France, le travail qu'il a fait notamment pour les pays en voie de développement et d'essayer de nous transmettre justement ces valeurs d'humanisme et de respect des autres. Donc, je vous remercie beaucoup d'être venu à notre établissement. Bravo. En venant sur l'estrade, je marchais derrière ces jeunes et je me sentais comme étant, non, plutôt le grand-père de ces enfants. Bien, ce que je veux dire, c'est tout un remerciement. Le premier remerciement revient à la France. C'est grâce à la France que nous avons la possibilité de nous rencontrer. Notre devoir à tous, c'est de préserver cette France pour qu'elle reste un espace de paix, de fraternité et la possibilité de nous rencontrer comme au lycée Queneau et comme aujourd'hui. Mes remerciements vont aussi à Pascal Pro, qui m'a découvert. Frédéric et Pascal, c'est celui qui fait du foot, mais je fais pas de foot. Frédéric Pro, excusez-moi. Et qui m'a dit que ma vie pourrait être intéressante pour les jeunes ici. Et je voudrais remercier aussi le professeur du lycée qui a coopéré avec Frédéric pour que cette rencontre soit possible. Mais vis-à-vis des jeunes, je voudrais dire plus. Ce n'est pas seulement les remerciements de vous être rassemblés pour m'écouter, pour parler avec moi, mais c'est vraiment de la reconnaissance que j'ai envers vous. Ce n'est pas seulement les remerciements. Parce que pouvoir remonter, se rappeler le cours de sa vie depuis son enfance et partager avec vous, c'est quelque chose d'unique. Et il fallait non seulement se rappeler, mais il faudrait aussi structurer de telle sorte que la transmission soit possible. Et en vous regardant, vous étiez attentifs et avec vos visages ouverts, je sentais que ma vie avait un sens et que je pouvais transmettre quelque chose. Merci beaucoup. C'est avec affection et reconnaissance que je vous dis merci. Merci beaucoup. Nous passons à Levier. Donc, Levier, c'est l'enseignement agricole. Nous sommes en troisième de l'enseignement agricole. Nous avons reçu Frédéric Pro, Marion, une Allemande, et Yvonne, une centrafricaine. Voilà. Alors, bonjour à tous. On a travaillé ce thème en français avec un livre qui s'intitule L'enfant multiple d'André Chédid. Et en théâtre, on a travaillé beaucoup sur le thème de l'exil. On remonte des pièces. Et on pensait inviter Frédéric Pro à notre théâtre de fin d'année. Et les trois témoins, Marion, Yvonne et Jackie Dacosta. La semaine prochaine. Voilà. Et puis on va vous donner un aperçu de tout ce qu'on a fait, un petit aperçu des poésies, un passage de lecture. La différence. Pour chacun, une bouche, deux yeux, deux mains, deux jambes. Rien ne ressemble plus à un homme qu'à un autre homme. Alors, entre la bouche qui blesse et la bouche qui console, entre les yeux qui éclairent et les yeux qui condamnent, entre les mains qui donnent et les mains qui dépouillent, entre les pas qui guident et les pas sans trace, où est la différence, la mystérieuse différence? Un poème de Nicole Demers. Pas le même pays, pas
Pas les mêmes coutumes. Pas la même culture. Pas la même couleur. Pas la même religion. Mais un homme qui a du cœur. Comme les autres. Un homme qui pleure. Comme les autres. Un homme qui rit. Comme les autres. Un homme simplement homme. Comme les autres. Un homme qui aime. Comme les autres. Un homme qui fait le bien ou le mal. Comme les autres. Les apparences. Les différences. Font tout de même. Un homme comme les autres. Nous sommes tous des hommes. Nous avons besoin les uns des autres. Nous sommes des hommes. Comme les autres. Nous pouvons vivre ensemble avec tout le monde. Le vieux Joseph avait fait de son mieux pour que l'enfant quitte le pays. À ton âge, il faut visiter la terre. Au début, Omar Joe ne voulait pas entendre parler de ce départ. Il se raccrochait à son aïeul, aux gens du village, hospitalier et chaleureux. Il craignait, échangeant de lieu, d'effacer de sa mémoire le souvenir de ses parents. Omar et Annette ne s'effaceront jamais. Ils t'habiteront toujours. Ne reste pas enfermé ici, Omar Joe. Tu es né avec la guerre, tu ne dois pas vivre avec la guerre. Il faut voir le monde, connaître la paix. Les racines s'exportent, tu verras. Elles ne doivent pas t'étouffer, ni te retenir. À la veille du départ, il lui offrit, dans un petit sac transparent, une poignée de terre de leur colline. Au bord, quelques minutes avant l'embarquement, il glissait à l'annulaire de son petit-fils la bague d'Omar surmontée du scarabée. « Je te quitte », dit l'enfant, retenant ses larmes. « Tu m'emportes », dit le vieux. Chers Marion, Yvonne et Frédéric, et à tous les témoins présents. Tout d'abord, nous tenons à vous remercier et à vous féliciter pour votre courage, car c'est parfois difficile de parler de soi et de sa vie. Vous nous avez fait passer beaucoup d'émotions, et nous avons pris conscience de certains problèmes dans le monde qui nous ont surpris, choqués ou intéressés. L'excision, la guerre, le racisme. En espérant que vous continuerez à parler de votre vécu, de vos origines, car vos témoignages sont très enrichissants pour nous. Cela nous donne un autre regard sur la vie, une autre vision des choses. Encore un grand merci à Marion, Yvonne et Frédéric, et à tous les passeurs de mémoire. On a déjà été assez long, on ne va pas rester bien plus longtemps. Simplement pour vous dire que nous, on a commencé aussi le projet cette année, en cours de route, on espère bien sûr continuer l'année prochaine. Et voilà, c'est très important pour nous, pour les élèves, ça donne une dynamique. Et puis, donc nous, en plus, on travaillait déjà avec d'autres projets, puisqu'on était parti au Maroc pendant 3 semaines en octobre. Donc on travaille sur l'idée de l'interculturalité, l'ouverture à l'autre, donc ça va complètement dans ce genre de projet. Le Vier, donc c'est dans le Haut-Doubs, à la frontière suisse. Pourquoi ça intéresse l'enseignement agricole, ce type de démarche? C'est de faire d'abord découvrir une autre ouverture sur le monde. C'est vrai que depuis longtemps déjà, nos établissements, il faut partir, leurs jeunes à l'étranger, font découvrir effectivement des histoires, des vécus, il faut découvrir des expériences par le biais de l'échange. Mais le fait que vous veniez, que tu viennes chez nous, dans nos classes, au travers de nos lycées, dans nos lycées, dans nos écoles, que tu viennes avec des personnes pour apporter effectivement un autre regard, in situ, et puis le regard de ce qu'ils ont vécu en France. Ça permet aussi, d'abord, c'est un formidable moyen de lutter contre toutes les discriminations, mais c'est aussi un autre regard sur l'ouverture que peuvent avoir ces jeunes sur ces personnes qui le côtoient au quotidien. Donc c'est vraiment une autre ouverture sur le monde qui est formidablement relayée par nos échanges par ailleurs, qui sont faits régulièrement aussi dans nos établissements. Bonjour à tous, donc notre établissement participe au projet Santé-moi Santé-École pour la première fois. Nous venons d'un lycée d'Angers, le lycée Sainte-Marie. Notre classe se compose de 25 élèves, dont 12 filles et 13 garçons. En début d'année, nous nous sommes posé la question d'un projet pour notre classe, mais lequel? Notre objectif, s'ouvrir aux autres. Nous avons trouvé la solution auprès de Frédéric Pro avec l'aide de l'accès et du CCAS d'Angers grâce à son programme Mixage. Sans ces deux dernières
dernier partenaire, nous ne serions pas là aujourd'hui et nous n'aurions pas vécu tous ces moments de rencontre. Et sans Frédéric, nous n'aurions pas su trouver et mettre en confiance ces différents témoins. Merci à tous. Nous avons fait l'exercice de placer sur une carte du monde l'ensemble des terres où nous avions de la famille et des connaissances. 32 nations sont ainsi représentées au sein de notre classe. Notre lycée est un lycée professionnel où l'on peut préparer des filières aussi différentes que celles de la mode, du secrétariat, de la logistique ou des carrières sanitaires et sociales. Notre niveau scolaire, 3e à vocation professionnelle en vue d'un apprentissage, d'un CAP ou bien d'un BEP. L'année prochaine, chacun part de son côté. Certains partent vers des carrières en lien avec la santé, l'électronique, le bâtiment, la logistique, la mode, le secrétariat ou encore le commerce. Certains hésitent encore. Notre premier témoin est Amadou Sow, rencontré le 5 février dernier. Il est né au Sénégal. En 4 mots, voici Amadou Sow, un homme, 2 pays. Il était heureux au Sénégal, dans une vie simple. Aujourd'hui, il est heureux à Angers, dans une vie d'engagement. Au Sénégal, il était français sans le savoir. En France, il est français et sénégalais. Merci à... j'ai oublié son nom, la prof. Voilà, Valérie, merci à vous. À vos collaborateurs, Frédéric, merci. Merci les élèves. Continuez, rappelez-vous ce que je vous ai dit. Ce n'est qu'un début. Et continuez. Merci aussi à tous que j'ai entendus ici. J'ai appris beaucoup de choses ce soir. Et tu continues l'année prochaine? Tant que j'ai de l'histoire à raconter, naturellement, j'épouse cette démarche-là, Frédéric. Voilà. Notre deuxième témoin est Jacek Kowerski. Rencontré le 4 mars 2008, il est originaire de Pologne. Toute sa famille s'est engagée pour la liberté. C'est aussi l'histoire de 2 destins liés, celui d'un homme et d'une guerre froide. Notre troisième témoin est Manja Sassi. Rencontrée le 1er avril 2008, elle est née en Tunisie. Elle parle avec son cœur et son courage, lui a permis de surmonter toutes les épreuves de la vie. Bonjour à tout le monde. J'étais heureuse de rencontrer la classe d'Angers, en Maine-et-Loire. Donc je suis d'origine tunisienne, moi je suis une femme d'origine maghrébine, je suis venue rejoindre mon mari. On nous appelle les conjointes. Et c'est vrai que avant de rencontrer Frédéric, j'ai aussi un projet qui s'appelle Récit de vie, mémoire d'émigration, et donc qui peut-être verra le jour bientôt. Je remercie Frédéric parce que moi, quand il m'a téléphoné, j'ai dit mon récit il est prêt. Il est venu me voir et il a évoqué plein d'autres choses en moi. Ma petite enfance, comment je suis arrivée, la maison de la petite enfance. Et j'ai quelque chose à transmettre à toutes les femmes de France et à toutes les femmes, je veux dire, du monde. Je donne l'image que ma mère m'a donnée. Est-ce qu'on peut applaudir avec une seule main? Essayez là. Une seule main. Non, non, non. On ne peut jamais applaudir avec une seule main. Et c'est l'image de la femme et de l'homme qui est forte, et je veux dire par là, il faut être unis entre femmes et hommes. Et ça, le message que je transmets à toutes les femmes, de ne jamais vivre, comme m'a dit ma mère, sur le dos d'un homme. Il faut avoir un salaire à la fin du mois et être fier de lever la tête. Donc voilà le message que je transmets. Et un autre message, c'est la transmission, surtout à tous les émigrés qui sont en France. Ne jamais rester seul. Il faut toujours être dans les liens. Comme elle a dit le monsieur tout à l'heure, c'est pas la France qui viendra vers nous, c'est à nous d'aller vers elle. Il faut s'ouvrir et apprendre à nos enfants. Et ce que j'ai fait avec mes enfants, c'est de s'ouvrir sur la société et avoir sa place. C'est pas aussi évident d'avoir sa place en tant qu'immigré. C'est un combat de tous les jours. Et pour un immigré, c'est un double combat. Et encore une fois, je remercie Frédéric parce que sa façon aussi d'aborder les témoignages et les récits de vie est unique. Et je lui souhaite bon courage. Merci. Merci. Notre dernier témoin est Virginie Odunlani. Rencontrée le 29 avril dernier, elle est originaire de Côte d'Ivoire. C'était la première fois qu'elle témoignait et rien ne semble pouvoir l'arrêter. Elle nous a raconté 1001 petites histoires. Nous sommes heureux de vous présenter notre bac à sable. Retenez ce site www.ec49.org/bac-à-sable-lp-marie/. Vous y retrouverez l'histoire de nos 4 témoins. Merci à tous et à bientôt. Les élèves de la classe de 3e BPI.
permettront de venir à M. Amri et à Jean. C'est grâce à la DPM et à l'accès qu'on a pu mener cette démarche depuis 4 ans. Ça, je tiens à le souligner. La CNAV, la Caisse nationale d'assurance vieillesse, cette année nous a aidés. La ville de Besançon, la ville d'Angers, la ville de Paris, la région Île-de-France. M. Amri est déjà venu témoigner dans les établissements scolaires. Donc quand il m'a proposé de l'aider dans sa démarche de recueillir des signatures, moi j'ai pas hésité. J'ai pas hésité. Donc il y a un stand là-bas. Bonjour. Voilà, nous sommes une association qui s'appelle Latrice, des anciens travailleurs de Renault Lille-Seguin à Billancourt. On se bat, ça fait 10 ans qu'on se bat pour obtenir un lieu de mémoire, pour recueillir toute la mémoire de ces travailleurs, des millions de travailleurs, de plusieurs nationalités, venus des 4 coins du monde. Et on se bat jusqu'aujourd'hui pour avoir ce lieu de mémoire. Je vous invite à signer la pétition, parce qu'on a lancé la pétition pour ce lieu de mémoire. Voilà. Merci beaucoup. Je suis Kernoba, je suis guinéen. Je suis médecin à la retraite. Je suis désolé. Donc, on est une communauté de cadres et d'intellectuels guinéens d'abord, africains francophones ensuite, anciens militants de l'indépendance des années 60 qui ont vu la décolonisation de l'Afrique noire francophone. Nous arrivons cette année, en 1958, au 50e anniversaire de l'indépendance de la Guinée, qui a précédé de 2 ans les autres pays africains francophones. Et nous avons décidé cette année de faire un regard du chemin parcouru par la Guinée pour voir comment la décolonisation s'est faite. Comme le pays a subi une dictature pendant près de 30 ans, nous sommes engagés dans un processus de débat national, de dialogue pour réconcilier les Guinéens et pour écrire le livre noir de la décolonisation de la Guinée qui va précéder le livre noir de la décolonisation des autres pays francophones en 2010. Merci de m'avoir écouté. Nous sommes donc du lycée de Montgeron dans l'Essonne, un grand lycée de plus de 2000 élèves qui est visité par Frédéric Thau depuis maintenant 3 ans. Et nous avons donc vu beaucoup de témoins passer dans les classes de seconde. Et là, il y a 4 de mes élèves de la classe de seconde du lycée de Montgeron. Et c'est toujours un moment d'air frais qui entre dans les classes et aussi un moment très précieux de partage et de modification de nos regards sur les choses. Cette année, nous avons reçu 3 témoins, je crois que nous allons d'ailleurs en recevoir un 4e encore. Jean, qui est là et qui vient du Burundi, et puis Ismaïli Belkacem, qui vient de Kabylie et de Sarcelles, et puis Tran Quang Rai, qui vient, lui, du Vietnam. Il est là d'ailleurs depuis fort longtemps. Et je voudrais juste commencer en disant que nos intervenants nous ont beaucoup étonnés et surpris. Mais nous devons garder en mémoire que cette réunion n'aurait pas eu lieu si leurs histoires n'avaient pas été dévoilées. En effet, la transmission orale qu'ont réalisée nos intervenants est une vraie richesse pour nous. Chaque personne possède une histoire plus ou moins intéressante, mais ce n'est pas à nous de juger. Puisque nous n'avons pas vécu leur histoire. Nous devons retenir, poser des questions et comprendre. Les événements peuvent être racontés sans qu'aucun témoignage puisse prouver que ces histoires ne sont pas fictives. Grâce à ces personnes qui sont devant nous, qui nous font don de 2 heures pour nous faire partager leur réalité, leur histoire, nous revivons leur vie en leur compagnie. Une vie unique et importante, à nos yeux et à vos yeux. Ces séances, c'était un peu le début d'un tour du monde, expliqué
détails. Ils nous ont permis de comprendre le contexte dans lequel s'inscrivaient certains faits historiques que nous ne connaissons souvent seulement que de date. Par exemple, le 17 octobre 1961 nous a été expliqué en détail grâce à M. Belkacem et nous avons enfin compris le déroulement de cette manifestation suivie de rafles monstrueuses au pont de Neuilly. Grâce aux interventions, nous avons pu découvrir de nombreuses cultures et nous avons pu remarquer que tous ces intervenants avaient participé à des événements pour la France avant qu'ils n'aiment pas leur pays. Ces séances avec les intervenants, moi personnellement, m'ont apporté plein de choses. Voilà, avec tous les intervenants et tout, je remercie de nous avoir fait partager leur vie. Ils m'ont appris une chose essentielle à la vie, c'est de ne pas juger les gens au premier regard en fait. Parce que beaucoup de gens, quand on croise des gens dans la rue, on les juge, on les casse directement dans une case avant de les connaître. Et maintenant, on apprend à les connaître avant de les juger, et puis voilà. Et une phrase d'une camarade de ma classe, que je vais vous la lire, si vous voulez. Il n'est pas nécessaire d'être une star pour avoir une vie extraordinaire. Et bien c'est l'exemple des intervenants qui sont venus chez nous. Bonjour. Moi, la première fois, c'était vraiment difficile de parler de moi. Et je vous remercie du courrier que vous m'avez envoyé. J'ai découvert que les choses qui, pour moi, n'avaient pas beaucoup de sens, ne représentent pas beaucoup de choses dans mon histoire, mais qui faisaient partie de mon histoire, avaient eu beaucoup de répercussions sur vous. Et c'est très intéressant. Je viens du Burundi, un tout petit pays. J'ai raconté qu'en fait, 5 maisons qu'on a construites, en fait, on avait des maisons qu'on construisait tous les 5 ans. Pour moi, c'est une chose banale de reconstruire la maison pendant 5 ans, tous les 5 ans. Alors que ici, c'est vrai, vous avez des maisons qui datent des siècles et des siècles dans lesquels vous avez mis toute l'histoire de votre famille. Pour moi, je ne trouvais pas assez important de... C'est ça, mais c'était très intéressant en fait, de voir les répercussions. Je finirai en disant ceci. J'ai beaucoup appris de vous. Rencontrer des gens est une école d'apprentissage de la vie. Et c'est cette démarche-là dans laquelle nous nous sommes tous inscrits, d'aller à la rencontre des autres et d'apprendre des autres. Beaucoup de témoins, ils vous ont parlé des situations de guerre qu'ils ont vécues dans les guerres. Il y en a très peu de témoins qui n'ont pas vécu la guerre réellement. Vous avez la chance, et vous les jeunes aujourd'hui que nous rencontrons, de ne pas vivre dans un pays en guerre. J'aimerais vous appeler à construire la paix, à faire en sorte que vous ne viviez jamais la guerre dans votre pays et que vous cherchiez partout à ce qu'il n'y ait plus de guerre. Merci. Beaucoup. Et voilà, et là, je commence par à féliciter Frédéric Pro, parce que sans lui, on ne serait pas là. Le professeur de Manchon et les élèves qui m'ont fait un honneur de m'inviter avec Frédéric dans leur classe. J'ai gardé un excellent souvenir. Et bien sûr, je m'appelle Smaïli Belkacem. J'ai une pensée à M. Aïd Hamouch,
vous n'êtes pas tout seul de la Kabylie. Je suis perché dans un petit village à 1110 mètres d'altitude en Kabylie. Et je vous ai écouté attentivement et je suis fier. Et je vous remercie d'être parmi nous aujourd'hui. Je suis né en 1900, j'ai une collègue qui est née en Allemagne en 1935. Moi, je suis né donc en Algérie, en Kabylie, en 1935. Nous sommes deux collègues, un en Allemagne, l'autre d'Algérie. Vous voyez, le monde est petit, hein, on se retrouve à Paris. Donc, à Sarcelles, évidemment. Donc voilà, moi, mon histoire, elle était très longue. Bon, j'ai eu la chance d'aller à l'école française en Algérie. C'était pas permis à l'époque, à mon âge, à mon époque, pour un musulman français d'Algérie, d'aller à l'école française. C'était pour les classes riches. Et donc, moi, j'ai eu la chance d'y aller. Mais bon, une petite chance parce que je suis rentré à l'école à l'âge de 10 ans. Et j'ai fait 4 classes sans redoubler. Quand je suis arrivé à l'âge de 14 ans, on m'a foutu dehors parce que j'étais trop vieux pour continuer. Tu vas pas faire tout le parcours. Avec Smiley, Avec Smiley, le plus dur, des fois, c'est l'arrêter. Non, c'est ce qui a impressionné les élèves quand je leur raconte mon parcours. Pourquoi à 14 ans, est-ce qu'on est vieux de sortir de l'école à 14 ans? J'ai dit, vous avez de la chance aujourd'hui. Donc, vous avez la chance entre vous, vous êtes dans un pays de paix, profitez-en, alors que moi, j'ai fait un enfant. Et puis, une autre chose qui a marqué les élèves, c'est que quand je suis parti d'Algérie, moi je ne suis pas immigré, ce mot immigré qui nous colle aujourd'hui, je ne l'aime pas du tout. Moi je suis quitté un département français, le département 91, et je suis arrivé dans le département 57 en France. À l'époque, les départements français s'étaient terminés en 1990, le territoire de Belfort. Et le cadre numéro 91, c'était l'Algérie. Donc voilà, quand je suis arrivé en France, moi j'ai changé un département, c'est tout. Et j'ai commencé à travailler dans les usines. Les étrangers qui étaient là, c'était des Italiens, des Espagnols et des Portugais. Moi, je n'étais pas immigré. Je suis venu en 1955, c'était le début de la guerre de l'indépendance de l'Algérie. Alors, il fallait que je me cache pour éviter de me faire ramasser au commissariat de police parce que à l'époque, on n'était pas fiers d'être algérien. Il fallait se cacher. Alors, pour aller au bal, pour aller au cinéma, je me faisais passer pour un Italien pour ne pas me trouver au poste de police. Bref, voilà, donc c'était un passage qui a marqué les élèves. Et aujourd'hui, évidemment, je suis en France. Je suis content de raconter mon itinéraire qui est très long, parce que j'ai vécu toute la guerre d'indépendance de l'Algérie en France. Je me suis retrouvé avec des menottes en Algérie. Donc l'histoire est très longue et je ne vais pas en raconter là. Et je vous dis honnêtement, je vous remercie d'être là et de nous écouter aujourd'hui. Merci beaucoup. Je vais demander aussi à Catherine Biravin, qui est la présidente de l'association Parole d'Hommes et de Femmes, de prendre la parole. Bonjour à tous, donc je suis Catherine Biravin. Je suis très heureuse et très fière d'être la présidente de Parole d'Hommes et de Femmes. Ah. Donc je disais que j'étais heureuse et fière d'être la présidente de l'association Parole d'Hommes et de Femmes. Et cette journée me remplit vraiment de joie. Et je remercie vraiment tous les témoins et toutes les écoles et tous les professeurs qui se lancent dans cette aventure. Et surtout Frédéric pour son dynamisme permanent. Je suis également secrétaire générale de l'Association des femmes de l'Europe méridionale, qui est une association qui s'occupe de la promotion des droits des femmes et plus particulièrement des droits de l'homme. C'est une association qui réunit des femmes grecques, françaises, espagnoles, italiennes et portugaises, pour le moment. J'ai laissé une gazette qui présente un petit peu nos activités dans l'entrée. Merci à tous. Merci à tous. Je remercie aussi les autres membres du conseil d'administration qui sont ici, de l'association, et qui ont aidé, toutes les personnes qui ont aidé à l'organisation. Et j'aimerais que tous les témoins montent ici, qu'on fasse une photo avec tous les témoins. Parce que là, nous, on a plus de... Bon,
L'année prochaine. Annie, moi j'aime cette phrase. Participe toi aussi. Moi j'aime cette phrase. لا بختار ابد بلا تسوشي Voilà. Après, toi, de toute façon, tu me dis, tu parles. Oui, je le dis au début, je la laisse email. Ah, ça c'est bien. De toute façon, lui et moi, lui et lui, comme on travaille, parce qu'à la dernière réunion de la commission, voilà, on est rédacteur. On lui a confié la définition du développement urbain et l'investigation. Donc, on a des attentes par rapport à nos enfants. Et puis la synergie avec une autre commission qui la même chose. Il faut qu'il soit synchronisé. Non, c'est pas ça. On veut que ce qui se dit là-bas, qu'on rassemble ensemble. Donc c'est à lui de venir aux réunions pour nous avoir.